Et donc s'oppose à l'esprit de la Renaissance l'obscurantisme. L'obscurantisme, c'est le contraire. C'est déclarer fausses des idées vraies ou déclarer vraies des idées fausses. Dans l'obscurantisme, il y a 3 aspects. Premier aspect, déclarer vrai des idées fausses. Exemple. Le privé, ça coûte moins cher que le public. Obscurantisme. C'est pas vrai. Le privé, ça coûte plus cher que le public. Et il n'y a pas besoin d'être un aigle pour le comprendre, parce que forcément, si vous avez quelque chose à vendre et que l'autre a la même chose à vendre, ben, vous faire de la pub. Ça, c'est un coût de plus. Plus de l'administration, etc. Vous le savez tous. Bon, donc, obscurantisme. Comme on vit plus longtemps, il faut travailler plus longtemps. Obscurantisme. Ce n'est pas vrai. Parce qu'on vit plus longtemps, parce qu'on travaille moins longtemps. Ils se sont donc trompés dans l'ordre des facteurs. Le néolibéralisme fonctionne comme un obscurantisme, parce qu'il tient pour vrai des choses qui sont fausses et arrive à vous les enfiler dans le crâne au point que vous filez pas vous-même par vous dire « oui, mais il y a peut-être du vrai ». Non, il n'y a pas de vrai là-dedans, c'est faux. Si vous partagez, il y a de quoi faire vivre tout le monde bien. Si vous partagez, il y a moyen de partager, de produire et de consommer raisonnablement, c'est-à-dire en tenant compte de notre environnement. Deuxième forme de l'obscurantisme, empêcher la propagation du savoir. Ça ne va pas être trop long, mais je dois vous le dire. En ce moment, il y a une bataille qui commence et vous devez bien regarder ça, les gens. Parce que nous autres, qui venons du commun, nous avons toujours cru que c'est par les études que nos enfants amélioreront la situation, leur situation de vie, et pas seulement leur situation matérielle, aussi leur situation morale, intellectuelle. L'apprentissage, chez les êtres humains, produit ce qu'on appelle une culture cumulative. Nous sommes tous les enfants de milliers de livres écrits avant nous, de milliers d'expériences qui ont été vécues. Les êtres humains ne sont rien sans le savoir qu'ils ont en partage. D'où l'importance de continuer à partager le savoir, à le partager sans condition. C'est la règle de base de l'idée de l'éducation nationale dans notre pays, fondée par la grande révolution de 1789. L'instruction publique, telle que l'a réclamée Le Pelletier sans Fargeau ou Condorcet. On apprend à tout le monde, parce que plus on apprend, plus on est savant et plus tout le monde avance. Eh bien, l'obscurantisme de notre temps, c'est quand il décide que le savoir est une marchandise auquel n'accèdent que ceux qui ont les moyens de se la payer. Alors ceux-là font le pire de tout, le contraire de ce qui était la gloire de l'histoire humaine, la transmission du savoir. L'école doit être gratuite, elle doit être égalitaire, elle doit être la même pour tous nos gosses. Eux, ils fabriquent des établissements qui sont des établissements qui permettent la sécession des riches et de leurs enfants. Je viens maintenant sur le dernier point de l'obscurantisme, c'est ignorer volontairement. C'est-à-dire qu'on organise l'ignorance. Il y a des profs ici dans la salle? Non, parce que sinon ça va saouler les autres. Levez la main que je vois. Ah, quand même. Il y en a quelques-uns. Ah oui, il y en a derrière aussi. Merci les profs. Alors vous autres les profs, il ne faut pas seulement vous préoccuper de l'organisation de l'école comme on est en train de vouloir vous la faire M. Blanquer. Regardez bien. Dans le cours de philo, ils ont décidé d'enlever 2 thèmes et d'en rajouter un. Celui qui rajoute, c'est le retour de Dieu. Pourquoi pas? Mais les 2 qu'ils ont enlevés, je trouve ça quand même un peu lourd. Hein. Premier thème qu'ils ont enlevé, le travail. Mais oui. Deuxième thème qu'ils ont enlevé, l'inconscient. Autrement dit, un jeune homme ou une jeune femme de notre temps va à l'école en cours de philo et on ne lui parle ni de Marx ni de Freud. Les cours d'histoire, c'est pareil. Si on n'apprend pas à tous les petits Français ce qu'est la révolution de 1789, ils n'ont pas de raison particulière d'être français. Parce que être français, à part la carte d'identité sur laquelle c'est marqué que vous l'êtes, ce qui nous relie les uns aux autres, c'est le pacte politique liberté, égalité, fraternité. Quelle que soit la couleur de peau, quelle que soit la religion, quel que soit le savoir, la patrie est à tous
parce que nous sommes républicains. Si les jeunes gens ne savent pas que la République n'est pas tombée du ciel, mais qu'elle est venue de la lutte populaire, qu'il a fallu renverser les privilèges, qu'on a dû faire face à tous ceux qui sont venus de toute l'Europe pour mater le peuple français, alors on prive les jeunes gens de quelque chose qu'ils sentent en eux, qui est une volonté de vivre et de faire et de bien vivre, qui est appuyée sur l'histoire, devient une force irrépressible qui peut vaincre toutes les difficultés. Et c'est à quoi correspond le sentiment d'insoumis? Si ça veut dire quelque chose, insoumis, c'est une manière d'être personnelle avant d'être un programme politique. Mais c'est aussi un programme politique. Et ça devient un programme politique parce qu'il est enraciné dans l'idée que vous vous faites de vous-même, qui est que vous n'êtes pas des choses, vous n'êtes pas seulement décrits par votre genre ou par votre métier, vous êtes des gens qui contenaient la possibilité d'un monde entier qui est contenu dans leur tête, à condition qu'on veuille bien considérer que toute personne se vaut et que nous sommes semblables. Et comme nous sommes semblables, alors il y a un intérêt général humain, et je reviens au début de mon discours. Cet intérêt général humain, c'est que ne soit pas détruit par le capitalisme financier de notre époque, dont la Commission européenne et le syndic ne soient pas contraints à détruire les êtres humains et la nature. Voilà pourquoi nous, à notre tour, à notre temps, à ce moment-ci de l'histoire, après avoir été pendant des générations les enfants de l'humanisme dont je vous parlais tout à l'heure, renés en Europe au XIVe siècle, continués dans les Lumières, exprimés politiquement dans la Grande Révolution de 1789, vécus ensuite dans la Commune de Paris et dans toutes les expériences et tentatives socialistes qui voulaient changer la vie des gens en y établissant l'égalité. On le sait au prix de quelles erreurs, mais aussi au prix de quels espoirs, de quel dévouement, de quelles luttes sans fin qu'ont mené les générations avant nous. Maintenant, le moment est venu d'entrer dans une nouvelle phase idéologique et politique, celle du nouvel humanisme, où on redit le siège de la vérité est dans nos esprits, et le siège de l'efficacité est dans notre action, comme on le pensait au début, mais on y ajoute quelque chose de fondamental. Il n'est pas vrai que l'être humain doit se rendre, comme le disait Descartes, maître et possesseur de la nature. Il n'est plus question de se rendre maître et possesseur de la nature. Il s'agit d'être en harmonie avec elle. Et l'harmonie est une chose très précise, ça porte un nom. Ça s'appelle la règle verte. L'harmonie, c'est comme dans la musique, c'est la concordance des temps. La règle verte signifie qu'on ne prend pas plus à la nature qu'elle n'est capable de reconstituer. C'est un défi technique, scientifique majeur. Tel est le nouvel humanisme. Il se préoccupe non seulement des êtres humains, mais il pense que les êtres humains ne peuvent vivre et exister qu'au milieu de la biodiversité et que notre premier devoir est que nous sommes concernés par la moindre des libellules, la plus innocente des abeilles et la grenouille la plus vulgaire. Tout ça est un seul monde, c'est le monde vivant. Il doit vivre en harmonie. Alors, criminels et irresponsables, ceux qui n'assument pas cette responsabilité,